Bonjour et bienvenue dans le podcast Trace. Aujourd'hui, on vous propose de revenir dans ce podcast sur la violence dans les cités, une violence qui s'est invitée dans le débat de la présidentielle, mais qui malheureusement n'est pas un phénomène nouveau, comme vous pourrez le constater avec ce reportage consacré au ras-le-bol des travailleurs sociaux toulousains, un reportage qui date d'une dizaine d'années, mais vous verrez, il est malheureusement d'une grande actualité. On vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts Trace et Itrema sur notre chaîne podcast, mais également sur PodCloud. N'hésitez pas à vous y abonner via Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Et si vous appréciez ce que l'on vous propose, n'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube Périphérique ou nous suivre sur Facebook, la chaîne Périphérique. On vous laisse avec le podcast consacré au ras-le-bol des travailleurs sociaux contre la violence qui, déjà, il y a une dizaine d'années, pourrissait la vie des gens de Bagatelle. Incendie criminel de scooter, 2 morts, affaire non élucidée. Agression de la responsable de gérance de l'OPAC. Incendie d'école. Agression dans l'enceinte d'un centre social. Une infirmière touchée par balle dans le cadre d'une consultation. Un éducateur de prévention spécialisé menacé avec une arme à feu. Un bénévole de l'association Savoir pour tous agressé lors d'une intervention au sein d'une famille. Une animatrice de foyer agressée. Le racket d'un montant de 6 000 € d'une entreprise de serrurerie pour que le personnel puisse travailler sans menace et sans danger. 37 agressions sur le réseau de bus et un agent sauvagement frappé. Telle est une partie de la liste pathétique des crimes et délits qu'ont subi en quelques mois les habitants et les travailleurs sociaux qui vivent et interviennent dans le seul quartier de Bagatelle à Toulouse. La description et le recensement non exhaustif de ces violences ne sortent pas d'un quelconque registre de la police nationale. Il s'agit de la liste qui figure dans une lettre rédigée par les différentes associations et institutions sociales et médicales intervenant dans le quartier de Bagatelle-Farouette et qui a été rendue publique à l'occasion d'une réunion exceptionnelle entre les habitants et les acteurs sociaux. Cette lettre est destinée à alerter les pouvoirs publics sur la situation qu'ils vivent, les informer de leur détresse et provoquer une réaction politique à la hauteur des enjeux. Cette réunion, en signe de solidarité avec l'éducateur spécialisé du club de prévention de Bagatelle, récemment menacé avec une arme à feu dans l'exercice de ses fonctions, s'est tenue le 1er juillet à la maison de quartier de Bagatelle. Ce fut aussi une occasion pour ces professionnels d'affirmer leur attachement au quartier dans lequel ils interviennent et d'exiger des pouvoirs publics suffisamment de sécurité pour pouvoir intervenir en toute quiétude auprès des habitants. Précisons que les habitants du quartier étaient conviés à cette réunion, mais que très peu avaient fait le déplacement. Patricia Majou, donc je suis responsable coordinatrice du club de prévention de Bagatelle. Donc je disais que la question de la solidarité est d'autant plus importante puisqu'aujourd'hui on se rend compte que non seulement sur Bagatelle mais chez nos voisins nous vivons les mêmes situations. Et effectivement il n'est pas question de protester, de manifester pour manifester, mais il est question surtout de dire que nous souhaitons continuer à mettre en œuvre nos actions de service public, associatif ou de bénévoles en toute quiétude et surtout en ayant un minimum de sécurité pour assumer nos fonctions. Et effectivement, plusieurs événements depuis ces derniers mois ont touché notre quartier. On se rappelle de l'incendie de la rue du Cher, on se rappelle de la fermeture de l'UTAMS, on se souvient aussi des différents rodéos qui peuvent se passer le soir, des accidents qui se passent dans le quartier. Et dernièrement, un de mes collègues, et je parlerai en son nom parce que je ne le vois pas là pour le moment, a été menacé avec une arme à feu dans l'exercice de ses fonctions sur un travail d'accompagnement de jeunes. Et je dois dire qu'à un moment donné, ça devient insupportable. Et face à cette difficulté, nous souhaitions un petit peu alerter nos collègues, alerter les politiques pour voir comment ensemble pourrait trouver des réponses qui pourraient améliorer nos conditions de travail et les conditions de vie des habitants surtout, parce qu'eux aussi vivent au quotidien ces violences. Jérôme, éducateur au club de prévention, à l'équipe de prévention spécialisée territorialisée de Bagatelle. Alors quelles sont vos conditions de travail aujourd'hui ? Disons que pour ma part, j'ai commencé à travailler à partir du mois de janvier 2008, donc j'ai peu de recul. En ma personne, je le considère bien, j'ai jamais eu de difficultés personnelles. Après, par rapport à ce que j'entends et des habitants et de mes collègues,
c'est vrai qu'il y a des situations particulièrement difficiles et pour les professionnels et pour les habitants. Chose pourquoi on est là aujourd'hui. J'ai cru comprendre qu'un de vos collègues a été agressé, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accompagnement de jeunes avec une agression avec arme sur un collègue de travail. Et c'est quoi un accompagnement de jeunes justement? Ça consiste en quoi? Disons que nous, dans prévention spécialisée, on a une démarche d'aller vers les jeunes. Donc l'idée, en fait, elle est de... C'est-à-dire que vous promenez dans le quartier, vous allez à la rencontre des jeunes. C'est ça, faire du travail de rue, etc. Et donc, avec notamment des groupes de jeunes qu'on arrive à rencontrer par le biais de la rue et avec qui on propose des accompagnements divers et variés, suivant leur âge, leur sexe, leurs problématiques, leurs demandes aussi. Et des projets éducatifs, des projets professionnels, des projets culturels divers et variés. Voilà. Et le tout en partenariat avec d'autres structures pour tendre à amener vers le droit commun. Donc notre action elle est destinée à principalement un public en voie de marginalisation ou déjà marginalisé. Voilà. Et donc le jeune qui a agressé votre collègue, c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà et qui était en confiance? C'était quelqu'un qu'on connaissait. Vous avez été surpris qu'il se fasse agresser? De cette façon-là, oui. Madame Belmont est une immigrée espagnole. Elle vit dans la cité depuis plus de 30 ans. Elle a eu le temps de voir le quartier se dégrader. En public, elle n'hésite pas à prendre la parole. Les réflexions de certains l'agacent. Elle ironise d'ailleurs. Hier, il remettait en cause la présence des CRS. Aujourd'hui, il les regrette. Madame Belmont ne cache plus du tout son désarroi. D'accord. Donc vous habitez ce quartier à Bagatelle. Vous l'avez vu changer, évoluer. Est-ce qu'il a évolué en bien ou en mal? Mal, très mal. Comment vous vivez aujourd'hui la situation? Très mal. Je ne peux pas dire très mal, très mal. Alors, moi, je aimais bien que la police soit dehors, les CRS aussi. Mais c'est les parents des enfants qui ne sont pas contents. C'est ça que je voulais le dire. Ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas la police dans le quartier? Non, ils disent que c'est une provocation. Ça, c'est les femmes de ces garçons qui font des bêtises. Moi, non, je ne dis pas ça. Je suis bien contente que la CRS et la police soient dehors. Et quels sont les actes délictueux que vous avez pu constater? Eh bien, écoutez, il y en a tellement. Les rodéos tout le temps. Tout à l'heure, je suis venue, presque une voiture m'a attrapé parce qu'elle faisait des rodéos comme ça. Non, c'est les gosses de Bagatelle. Et puis, je ne peux pas dire le contraire, mais c'est les maghrébins. Et c'est tout. Et je ne peux pas dire autrement, autre chose. Il n'y a aucun blanc dans la route. Mais vous, ça fait longtemps que vous habitez ici. Oui. Comment vous viviez avant? Mieux que maintenant. Mieux. On a été tous les voisins contents, les gosses ne faisaient pas de bêtises. C'est maintenant qu'ils font, c'est maintenant. Comment parvenir à la paix dans ces quartiers? Les responsables politiques tirent à Uadia depuis des années. Répression aveugle contre angélisme débonnaire, une dialectique inefficace, un clivage si peu républicain. Jean-Louis Lorca est conseiller général du canton 11, dont fait partie le quartier de Bagatelle. Il comprend le ras-le-bol des associations et préconise un retour à une police de proximité. Le ras-le-bol, bien sûr que je le comprends. Et puis, il faut voir ce qui se passe réellement dans ces quartiers, quoi. Les gens en ont marre de vivre dans un climat de violence, quelquefois qui rappelle finalement un climat de guerre, quoi, avec des explosions de grenades lacrymogènes, des jets de cailloux, des cris, des voitures qui flambent. Et effectivement, ce phénomène n'a cessé de s'amplifier, notamment depuis 5 ans, date à laquelle M. Sarkozy a mis à mal la police de proximité. Ça, c'est un vrai problème. Vous, une des réponses sans doute à cette violence, c'est la police de proximité, c'est ça? Oh, pas uniquement ça. Effectivement, en amont, il faut voir la précarité, les conditions de vie, de logement des habitants, le mal-vivre. Il faut d'abord aussi traiter cela, mais il faut aussi, dans l'urgence, régler les problèmes de violence pour que les gens puissent vivre dans des conditions plus ou moins normales. Et comment peuvent intervenir justement tous ces acteurs-là qui interviennent auprès des gens pour les aider? Il n'y a pas que les gens qui travaillent dans la prévention, il y a aussi les pompiers, il y a aussi la police qui se fait agresser. Alors, tout à l'heure, justement, une personne posait la question, ou alors interprétait des situations, les CRS qui arrivent le soir en maintien de l'ordre. Je pense que le maintien de l'ordre est inadapté par rapport au problème. Je crois que si la police de proximité avait été maintenue dans ces quartiers, c'est-à-dire que par îlot,
impliquer 4 ou 5 fonctionnaires de police, fidéliser à un endroit bien précis, les gens commencent par les connaître. Et quand on se connaît, monsieur, on est plus enclin à être plus modéré. Voilà, donc je crois que c'est une erreur. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Je sais que le gouvernement envisage dans certains quartiers sur le territoire de revenir un peu à cette police de proximité, mais que de temps perdu. Il faut réintroduire les services publics, réintroduire la vie. Et puis aussi, écoutez, sanctionner, quand il faut sanctionner, les fauteurs de troubles, bien sûr. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été un angélique par rapport à ces problèmes-là. Je crois qu'il faut travailler en amont pour essayer que les gens vivent bien, aient du travail, soient bien logés, rentrent chez eux tranquilles. Mais par contre, il faut aussi prévenir, mais aussi il faut punir. Et ma dernière question, le Conseil général, justement, comment peut-il intervenir dans cette situation-là ? Écoutez, le Conseil général intervient. Il faut savoir que, hormis l'éducation nationale, les fonctionnaires du Conseil général ne sont les plus présents dans les quartiers. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est la réalité. Bien. On a un champ social extraordinaire. Vous avez les UTAMS, vous connaissez, vous avez les clubs de prévention, ils sont là d'ailleurs. Et donc on est présent. C'est notre boulot. Ne nous demandez pas de faire du maintien de l'ordre, ni de faire la police. La police, c'est la police, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est Madame Alliot-Marie, et c'est l'État. C'est à l'État de prendre ses responsabilités pour aussi rétablir dans ces quartiers un climat de quiétude. Le sentiment d'insécurité, voilà une terminologie qui a fait florès. Elle était sur toutes les lèvres pendant la campagne présidentielle de 2002, celle qui a vu le Front National parvenir au second tour. Nous devons ce concept à une sociologie militante, intellectuellement asséchée, qui préfère l'interprétation du réel à son étude minutieuse et débarrassée de toute idéologie. Ce terme, ayant reçu la bénédiction scientifique de quelques sociologues idéologues, permettait alors de minorer les conséquences des violences que subissent les classes populaires. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas hésité, par leur vote, à montrer qu'elles se sentaient abandonnées par la classe politique. On croyait donc cette expression révolue, mais Martine Martinel, députée PS de Haute-Garonne, semble vouloir la remettre au goût du jour. Pour elle, le sentiment d'insécurité est encore trop fort. Elle considère d'ailleurs que les médias ont trop facilement tendance à stigmatiser les quartiers. Il y a des actes violents, mais qu'il y a aussi un sentiment d'insécurité qui naît par la médiatisation des actes violents, sans parler de ce qui se passe bien. Pour voir beaucoup d'habitants, moi-même j'étais de formation enseignante, pour fréquenter beaucoup d'écoles, de collèges et de lycées qui sont dans le secteur, pas forcément dans Bagatelle, mais même dans Bagatelle, il se passe énormément de choses positives dont on ne parle jamais. Donc il y a une dévalorisation collective, je crois, des habitants. Et ceux qui ne nient pas les actes de violence qui ont lieu, et notamment des actes de violence vis-à-vis des gens qui veulent participer à la paix du quartier, à la conquête de l'estime de soi, comme les gens des clubs de prévention et autres. Les travailleurs sociaux, les infirmières, la police, les pompiers, les médecins assurent une mission de service public. Ils jouent un rôle essentiel auprès des habitants, garantissant les valeurs de la République française. On prétend souvent qu'il manque d'infrastructures publiques, que l'État a déserté ces quartiers. Si ce constat est bien souvent justifié, en ce qui concerne Bagatelle, il n'est pas recevable. Une ligne de métro relie ce quartier au centre-ville. Il y a des collèges équipés, un centre culturel tout neuf, un poste de police au cœur même du quartier et un centre postal réhabilité. Comment comprendre alors cet acharnement violent qui vise ceux qui s'investissent pour le bien de la cité ? Afid El Alaoui, responsable de la maison de quartier de Bagatelle. Ce qui frappe la plupart des gens souvent, c'est que ce sont des gens justement qui interviennent dans les familles pour secourir, qui sont là aussi pour essayer de panser des plaies, qui se font attaquer, qui se font bousculer. C'est le cas des pompiers jusqu'à des travailleurs sociaux aujourd'hui. Comment expliquez-vous ça ? Et j'imagine que c'est quand même quelque chose de relativement récent. Ça fait longtemps que vous êtes dans le quartier, vous. Dans les années 80, c'est pas des choses que l'on voyait, si ? Oui, il y a plus d'oisiveté aujourd'hui qu'hier. Il y a plus de jeunes qui sortent du circuit scolaire qu'avant. Avant, quand tu sortais de l'école du circuit scolaire, tu as au moins une formation, tu es occupé. Il y a des associations qui étaient aidées, financées et qui étaient impliquées dans les quartiers. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'associations impliquées. Beaucoup mettent le clé sous la porte. Et avec la précarité, on ne peut pas faire quoi que ce soit.
Martine Martinel, députée du Parti socialiste de Haute-Garonne. Moi, je n'ai pas toutes les explications. Je crois que pour les pompiers, moi, je connais un peu le sujet parce que le Conseil général a la responsabilité du SDIS. Bon, évidemment, on s'en prend à eux parce que ils sont facilement identifiables. Ils portent uniforme pour une petite minorité, moi, je crois, de délinquants. Il y a une partie de jeu dont ils ne mesurent même pas la dangerosité à frapper tout ce qui assimile à un uniforme. Ce qui arrive à la chose inverse, c'est que les pompiers maintenant ne veulent plus intervenir. Ils ont raison que dans des lieux qui sont sécurisés par la police, ce qui va retarder souvent l'arrivée des pompiers et qui rend les choses plus dangereuses. Et alors cette violence, vous l'expliquez par quoi? Vous l'expliquez par le chômage essentiellement? Écoutez, cette violence urbaine, moi je crois qu'elle trouve des explications dans des tas de, des explications fondées sur un malaise social. Je pense aussi qu'il y a une part d'éducation. Je crois aussi que parfois il y a une répression qui est nécessaire. Ça veut dire, on a parlé longtemps de territoire perdu de la République. Vous êtes d'accord avec cette terminologie? Et s'il y a République, il faut qu'elle soit acceptée par tous. Oui, moi je crois que la République, elle doit être acceptée par tous, qu'il y a des droits, mais des lois, des devoirs et des droits à faire respecter et à respecter par les habitants. Mais moi j'ai envie de dire quand même que la majorité des habitants ont envie de ça. Et que c'est vrai que ceux-là, on les entend moins, même s'ils viennent quand même à des réunions comme celle-ci ou à des marches. Mais que les gens sortent peu, ont peur aussi. Et puis qu'on sait bien qu'il y a un petit système de caïds organisé dans certains immeubles. Et que je crois que c'est la crainte qui empêche les gens de réagir. Mais qu'il y a cette volonté, la volonté de la mairie, du conseil général, qui s'est investi très largement ici. C'est pour ça que moi je suis là aussi pour soutenir tous ces travailleurs sociaux qui sont là pour justement aider à se mieux vivre, aider à éduquer et puis à exister comme notre citoyen et pas uniquement se faire remarquer par des actes qui vont de l'incivilité à la violence. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place des dispositifs. Hafid El Alaoui, responsable de la maison de quartier de Bagatelle. Pour remédier à toutes les défaillances et toutes les difficultés que vivaient les gens dans les quartiers. Le problème, c'est qu'on a créé des quartiers de gens pauvres. On a créé des quartiers où des jeunes tournent en rond pendant toute l'année. Il y a quelques-uns qui n'ont rien à faire toute l'année. Donc, quand on fait rien, on va faire des bêtises, on va créer des difficultés, on va même, au lieu de valoriser son propre quartier, on le dévalorise. Donc, il y a ça. Est-ce qu'il y a un repli sur soi? Est-ce que ça va même jusqu'à un repli identitaire? Vous le percevez, vous? On en parle beaucoup aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y a un repli identitaire. Je pense que si on renvoie les gens vers leur identité, puisque dans les quartiers, on a presque multiplié les gens en grande difficulté, les gens d'origine étrangère, et parfois tu trouves même dans des secteurs, des communautés, ils sont pas venus comme ça. Donc on les a mis quand même. Les associations ont besoin du concours des pouvoirs publics. Dans le texte rédigé en commun et qui vise à interpeller les décideurs, les travailleurs sociaux mettent en avant 2 conditions pour continuer d'assurer leurs services. Christophe Cazot, responsable des centres sociaux Bagatelle Far-West. Vous avez le souhait d'intervenir auprès des pouvoirs publics. Vous avez donc rédigé ce texte. Et dans ce texte, vous dites, vous appelez à une prise en compte prioritaire des affaires en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre d'affaires ne sont pas prises en compte? En tout cas, il y a des lenteurs dans la prise en compte de la justice, mais ça ne concerne pas que les exactions vers les travailleurs sociaux sur le quartier, mais l'ensemble des habitants. Prise en compte particulière, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est à la fois des citoyens, mais aussi on représente soit une institution, soit une association. Et notre mission, j'ai dit tout à l'heure, est mise en cause vis-à-vis des habitants. Donc les habitants nous renvoient. Enfin, pour les habitants, c'est absolument insupportable. Voilà, en tout cas, c'est absolument insupportable de savoir qu'on vit la même chose qu'eux y vivent. Non pas que je mette une importance prioritaire à ce que les travailleurs sociaux vivent par rapport aux habitants, mais notre service public auprès des habitants est remis en question. Voilà. Mais est-ce que vous êtes entendu par les pouvoirs publics quand vous discutez de ça avec eux? Écoutez, l'idée, c'est que nos institutions, associations puissent interpeller les pouvoirs publics par rapport à ça. Voilà. Donc on est dans une étape... Mais c'est pas la première fois quand même.
On est dans une étape d'interpellation. Moi, je sens des conditions relativement propices aujourd'hui, c'est un avis personnel, par rapport à ce type d'interpellation-là. Qu'est-ce que ça donnera? En tout cas, on essaye. Alors oui, il y a eu plein d'interpellations par le passé, qui étaient peut-être moins organisées, qui étaient plus dans mais que font les pouvoirs publics? On n'est pas là tout à fait là-dessus. On est sur des propositions concrètes, sur la réactivation des questions autour de la sécurité sur les territoires. Voilà, donc c'est des propositions concrètes qu'on fait, voilà, et qui sont facilement applicables à partir du moment où il y a un réel pilotage de la part de l'État et notamment du préfet sur les engagements police, justice par rapport à ce qui se passe sur les territoires. Voilà. On n'a jamais eu de retour par rapport à ça. Alors, discuter autour d'une table pour dire ce qui se passe sur le quartier, ça on sait le faire avec la police, avec la justice, avec un engagement d'une réunion sur l'autre pour que la police puisse nous dire voilà ce qu'elle concrètement elle a fait, que la justice concrètement ce qu'elle a fait. Ça aujourd'hui, moi je ne l'ai jamais vu, ça fait 4 ans et demi que je suis sur le quartier. Est-ce que selon vous la question sécuritaire a été négligée dans ces quartiers-là? On a entendu ça tout à l'heure. Minimisé même. En tout cas, il y a un sentiment fort et légitime d'impunité de certains jeunes sur le quartier. Voilà. Ça nous est renvoyé fortement par les habitants. Et un sentiment, je l'ai dit tout à l'heure, que on n'est pas traité, enfin les habitants, je parle bien des habitants là, ne sont pas traités de manière équitable par rapport à d'autres territoires. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est compliqué à dire. J'aurais tendance à penser quand même qu'il y a une réalité derrière tout ça dans le mode d'intervention notamment des forces de l'ordre sur ces territoires-là. Ce reportage se termine. Merci beaucoup à tous ceux qui ont accepté de répondre à quelques-unes de mes questions.